Je voudrais que tu meures. Ces 4 mots me tombèrent comme des pierres dans la poitrine, brisant quelque chose que je croyais indestructible, l'amour d'une mère pour sa fille. Je ressens encore l'écho glacial de sa voix, comme si elle avait craché son venin sans même cligner des yeux. Le silence qui suivit fut pire que le cri, un silence qui me fit entendre le craquement de la confiance brisée. Pendant des années, j'ai tenu cette fille dans mes bras, lavé ses blessures et lui ai donné mon dernier morceau de pain pour qu'elle n'ait pas faim. Maintenant, elle me regarde comme si elle voyait un obstacle, et non une mère. Je sais qu'elle désirait plus que mes mots. Elle désirait mon absence. Ma mort serait, pour elle, un héritage d'avance, un passeport pour une vie qu'elle estime méritée. C'est étrange comme la cruauté peut naître au sein même de son propre foyer. Les murs qui autrefois abritaient les rires semblent désormais complices d'un jugement silencieux à mon égard. Chaque détail de la pièce semble murmurer la même chose. Tu n'es plus nécessaire. Une mère transformée en ombre. Une ombre qui, pour eux, ne fait que les gêner. Et c'est dans cet abîme que quelque chose en moi s'est éveillé. Ce n'était pas seulement de la douleur, c'était aussi de la lucidité. Comme une bougie illuminant soudain une pièce sombre, j'ai compris que l'enjeu était plus important que mes sentiments. Ma vie entière se réduisait à un contrat, à des chiffres sur un bout de papier, à un prêt destiné à soutenir la même famille qui voulait maintenant m'enterrer en silence. L'amour peut-il survivre à la condamnation à mort prononcée par sa propre fille? Ou faut-il que l'amour meure pour que la dignité renaisse? À cet instant, j'ai compris que ces paroles n'étaient pas seulement cruelles. C'était un avertissement. Un signe que l'histoire n'était pas terminée et que j'aurais la chance d'écrire la fin de mes propres mains. En entendant ces mots, ce n'était pas seulement mon cœur qui se brisait. C'était comme si le sol s'était ouvert sous mes pieds. Un vide glacial m'envahissait la poitrine, comme si l'air était devenu trop lourd pour respirer. À cet instant, j'ai compris que ce n'était pas une simple phrase prononcée dans le feu de l'action, mais le reflet de quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle nourrissait, peut-être même secrètement. Son regard, fixe et presque indifférent, en disait plus que n'importe quelle insulte. Il n'y avait pas de colère, seulement du calcul. Et tandis que j'étais assise en face d'elle, j'ai commencé à voir chaque détail plus clairement. Ses ongles manucurés tapotaient la table, comme impatiente d'obtenir des résultats. Son téléphone portable à portée de main, affichant des messages qui ne me concernaient probablement pas, mais l'avenir qu'elle planifiait avec ce que je représentais. Bien, argent, sécurité. Soudain, je n'étais plus une mère. J'étais un obstacle administratif qu'il fallait supprimer. Cette prise de conscience m'a fait plus mal que n'importe quelle blessure physique. C'est difficile à dire, mais je crois que beaucoup ont ressenti la même chose. Ce moment où quelqu'un que vous aimez commence à vous traiter comme un fardeau, comme une nuisance. C'est comme si soudain votre présence n'était plus une affection, mais une dette. Et c'est précisément parce que cette douleur est si commune, si silencieuse, que tant de gens choisissent de rester ici, après chaque révélation, car ils savent que, d'une certaine manière, cette histoire est aussi la leur. Tandis qu'elle parlait, mon regard se posa sur la fenêtre. La rue continuait, des enfants couraient, des voisins discutaient, sac de course à la main, un chien aboyait sans cesse. Tout semblait normal dehors, mais en moi, quelque chose se brisait complètement. Comment la vie pouvait-elle rester si indifférente alors que tout s'écroule en nous? Et pourtant, dans ce contraste entre le monde ordinaire et ma ruine intérieure, quelque chose commença à naître. Une étincelle. Un rappel que même les mots les plus cruels peuvent devenir une source d'énergie. Je ne savais pas encore comment, mais je pressentais que cette phrase « Je voudrais que tu sois morte » ne serait pas le point final. Peut-être n'était-ce que la première ligne d'un chapitre qu'elle n'aurait jamais imaginé que j'aurais le courage d'écrire. Je restais là, immobile, essayant de ravaler le lourd silence qui régnait dans la pièce. Ces mots résonnaient encore, tranchants, comme gravés dans les murs. Mais ce qui me faisait le plus mal, ce n'était pas seulement la cruauté directe. C'était ce qui se cachait en dessous, ce qui n'était pas dit. Ce désir de mort portait en lui une impulsion, une urgence presque pratique. Il ne s'agissait pas de sentiments, mais d'un gain. Et c'est cette prise de conscience qui transforma la douleur en quelque chose d'encore plus intense, presque insupportable. Soudain, j'ai commencé à remarquer des signes qui me semblaient auparavant anodins.
Les conversations s'interrompaient à mon entrée dans la pièce, les regards échangés entre elle et son mari, la discrète prise de son bras comme pour un ordre silencieux. De petites pièces d'un puzzle qui, réunies, formaient un tableau sombre. Ma vie était calculée comme un numéro sur une facture. Je n'étais plus considérée comme une personne, mais comme une valeur. Ce jour-là, l'horloge semblait ralentir. Chaque tic-tac résonnait comme une phrase. La lumière traversant la fenêtre n'illuminait qu'une moitié de son visage, laissant l'autre moitié dans l'ombre, et l'espace d'un instant, cette image m'apparut comme une métaphore parfaite. La fille que je connaissais et l'inconnu qui se révélait. Le souvenir d'elle enfant, ses yeux brillants de confiance, contrastait avec le regard froid et distant de la femme devant moi. Ce contraste me déchira. Et tandis que mon cœur se serrait, j'ai aussi réalisé autre chose. Il y avait des conséquences au-delà de ma propre douleur. Si je cédais, si j'acceptais en silence, je lui enseignerais et à tous ceux qui m'entouraient que la cruauté est payante, que la déshumanisation peut être le chemin vers l'accomplissement de ses désirs. C'était comme laisser une ombre s'étendre encore plus loin, engloutissant toute lueur de lumière. C'est à ce moment-là que la peur s'est mêlée à une étincelle de résilience. Car, même si je saignais intérieurement, je commençais à sentir que quelque chose de plus grand était en jeu. Il ne s'agissait pas seulement de ma dignité. C'était la frontière ténue entre continuer à être traité comme invisible et prouver, une fois pour toutes, que mon existence portait un poids indélébile. Et peut-être, juste peut-être, cette confrontation n'était que le début d'une révélation bien plus dévastatrice qu'il ne pouvait en supporter. Le silence qui suivit sembla vivre sa propre vie, palpitant à travers les murs, les meubles, et même l'air que je respirais. C'était comme si chaque recoin de la maison avait enregistré ces mots cruels et les répétait maintenant, me rappelant qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Mais au milieu de cette douleur suffocante, quelque chose d'inattendu surgit, un souvenir. J'ai vu, comme en un éclair, le visage de ma mère, désormais âgée, me disant doucement de ne jamais me laisser traiter comme invisible. Je me suis souvenu de la fermeté avec laquelle elle me tenait les mains, de la force ancestrale de ses yeux, même fatigués. Ce souvenir devint une étincelle de chaleur au milieu de la glace qui m'entourait. Et c'est dans ce contraste entre la cruauté présente et le souvenir d'un amour passé que j'ai compris que cette douleur n'était pas seulement la mienne. Elle s'inscrivait dans une histoire plus vaste, celle d'une chaîne de femmes qui, génération après génération, ont dû se battre pour prouver leur valeur. Je ne pouvais pas laisser ma fille me réduire à un numéro de contrat, car ce ne serait pas seulement moi qu'elle diminuerait. Ce serait tout un héritage de dignité. Parfois, je pense que quiconque a été témoin d'un tel moment a peut-être ressenti quelque chose de similaire. Ce moment où la cruauté d'un être cher vous blesse profondément et vous donne envie d'abandonner. C'est à ce moment-là que beaucoup ressentent le besoin de soutenir ce cheminement, laissant un signal silencieux indiquant que le message les a touchés. C'est presque comme tendre une main invisible, disant « Moi aussi, j'ai ressenti cette douleur ». La lumière du soir commençait à filtrer par la fenêtre, dorée et délicate, contrastant avec l'obscurité qui m'entourait. C'était comme si le monde extérieur insistait pour me rappeler que la vie avait encore de la beauté, même si la mienne semblait avoir été souillée par la froideur de celui que j'aimais le plus. Ce contraste me permit de respirer, un bref répit avant que le poids ne m'écrase à nouveau. Et pourtant, malgré ce bref répit, la question persistait. Jusqu'où irait-il pour transformer ma disparition en profit? Je savais que la réponse viendrait, et peut-être serait-elle encore plus sombre que ce que j'étais prêt à supporter. Chaque jour qui passait, je prenais davantage conscience du gouffre qui s'était creusé entre nous. De petits gestes devenaient des signaux criants. Sa façon de détourner le regard quand je parlais, comme si mes mots n'avaient pas de place. Son impatience à tambouriner des doigts sur la table, comme si raconter ma propre histoire était une perte de temps. Même les silences étaient empreints de mépris, et c'est dans ce vide que je ressentais la plus profonde solitude, entouré de gens, et pourtant invisible, comme un vieux portrait oublié au mur. Il y avait des nuits où je me réveillais dans le noir et fixais le plafond, n'entendant que le son de ma respiration. À ces moments-là, la peur m'envahissait comme une ombre épaisse, me rappelant que ma propre fille préparait peut-être le terrain pour m'effacer à jamais. Mais avec cette peur s'ajoutait une autre présence, plus subtile et persistante, le souvenir de tout ce à quoi j'avais déjà survécu.
Je me souvenais des regards soupçonneux lorsque j'avais commencé un emploi, pas fait pour moi. Des murmures voilés qui remettaient en question mon véritable potentiel. Chaque micro-agression portait un poids qui, combiné, m'apprenait à marcher silencieusement mais fermement. Ce contraste devenait de plus en plus évident en moi. La peur d'être abandonné par ma propre fille et l'espoir que mon histoire ne se termine pas ainsi. C'était comme marcher sur une corde raide, avec le vide d'un côté et la lumière d'une nouvelle aube de l'autre. Et plus je me tenais sur cette ligne ténue, plus je réalisais que chaque pas était un choix. Renoncer à moi-même ou me réinventer malgré la douleur. Dans ces instants de veille silencieuse, je sentais mon cœur battre la chamade, comme dans l'attente de quelque chose à venir. Un signe que la vie, aussi cruelle soit-elle, me réserverait une révélation. Je ne savais ni quand ni comment, mais j'étais certain que les pièces cachées de ce jeu infernal allaient bouger, et qu'à ce moment-là, plus rien ne serait comme avant. Les matins suivants, j'ai scruté la maison comme quelqu'un qui examine une scène après un spectacle. Chaque détail semblait porteur d'une signification cachée. La tasse oubliée dans l'évier, le canapé marqué de la profonde marque de son corps, la douce odeur de son parfum qui flottait encore dans le couloir. Tout me rappelait que je partageais un espace avec quelqu'un qui ne me voyait plus comme une mère, mais comme un obstacle. C'était comme traverser une scène éclairée de l'extérieur mais dissimulant de profondes ombres à l'intérieur. Il y avait des moments où je me laissais emporter par des souvenirs d'époque plus légères. Je revoyais la petite fille courir dans la cour, son rire facile, ses cheveux au vent. Ce souvenir me procurait de la chaleur, mais aussi une vive douleur, car le contraste entre cette image et la femme froide qui se trouvait devant moi était insupportable. C'était comme regarder le même visage sur deux photos différentes, l'une baignée par le soleil de l'enfance, l'autre engloutie par les ombres de l'ambition. Cette dualité animait chacune de mes pensées. D'un côté, l'espoir qu'il restait quelque chose à sauver, un reste d'affection enfoui au plus profond de son cœur. De l'autre, la peur que ce qui restait ne fût que le vide, un gouffre sans retour où la cupidité s'installe et prospère. J'oscillais entre ces deux rives, tel un bateau pris dans des courants contraires, incertain de la direction que prendrait mon élan. La nuit, lorsque le silence devenait presque absolu, j'entendais les plus infimes bruits dans la maison. Le craquement du plancher, le claquement lointain d'un portail, le vent qui soufflait par les fentes de la fenêtre. Chaque son semblait amplifier la solitude qui m'entourait. C'est dans ce silence que mon esprit projetait les questions sans réponse. Jusqu'où irais-je? Jusqu'où pourrais-je tenir? Et c'est dans cet état de vigilance et d'incertitude que j'ai compris. Quelque chose allait se révéler. Comme le tonnerre avant l'orage, j'ai senti flotter dans l'air la promesse que la vérité viendrait, inévitable, chargée à la fois de lumière et d'ombre. Au fil des jours, je me suis rendu compte que rien dans la maison n'était banal. Les conversations interrompues, les papiers laissés sur la table, même les regards échangés entre elle et son mari, tout cela portait un poids caché. C'était comme si chaque geste faisait partie d'une chorégraphie calculée, une répétition silencieuse pour un dénouement que j'ignorais encore. Et, dans ce contexte, j'ai commencé à comprendre que mon silence n'était plus seulement une souffrance, mais aussi une stratégie. Car alors qu'il croyait que je ne remarquais rien, j'ai appris à observer chaque mouvement, comme quelqu'un qui observe une pièce d'échec en attendant le coup final. Cette prise de conscience a commencé à changer ma vision de l'avenir. Si auparavant je me sentais acculé, maintenant je commençais à entrevoir de petites ouvertures. Ces mots, si cruels, me rappelaient constamment la nécessité de me préparer. C'était comme marcher dans un couloir sombre, mais où une lumière lointaine, encore faible, brillait au loin. Cette image m'a nourri, m'a fait résister, m'a fait croire que la fin de cette histoire ne serait pas écrite par eux. Et le plus curieux, c'est que, lorsque je partage ce souvenir avec moi-même, je peux presque entendre l'écho de tant d'autres personnes ayant vécu des situations similaires. Le poids d'être diminué, rejeté, traité comme un numéro et non comme une personne. C'est à ce moment-là que je vous invite à réfléchir à votre tour. Que ressentez-vous en entendant ce récit? Nombreux sont ceux qui choisissent de mettre cette réflexion en mots, en laissant un commentaire qui est non seulement une réponse, mais aussi le reflet de leur propre douleur et de leur force. À mesure que je continuais à observer, les contrastes devenaient plus clairs. L'effort que je faisais pour tenir bon contre la facilité avec laquelle ils se laissaient consumer par l'ambition. D'un côté, l'attente patiente, de l'autre,
la hâte de récolter les fruits qui n'avaient pas encore été plantés. Ce jeu inégal m'a révélé une vérité simple. Le coureur le plus rapide ne termine pas toujours premier. Et tandis que cette tension montait, je sentais quelque chose de plus grand approcher. Comme si toutes les pièces s'alignaient lentement, sur le point de former une figure jusque-là invisible, mais qui allait bientôt se révéler dans toute sa force. C'était étrange de constater à quel point, plus j'observais, plus la clarté apparaissait. De petits détails, jusque-là insignifiants, commençaient à former un tableau plus vaste. Sa rapidité à rassembler les documents à mon approche, son murmure précipité dans son téléphone avant d'éteindre l'écran, et même sa façon d'éviter de me regarder en rentrant du travail. Tout cela créait une atmosphère de conspiration constante, comme si j'étais une présence indésirable chez moi. Et pourtant, derrière ce scénario étouffant, un paradoxe me soutenait. D'un côté, la douleur presque physique de réaliser à quel point ma propre fille souhaitait ma disparition. De l'autre, la force inattendue de comprendre que ce désir ne pouvait me définir. C'était comme marcher sur une route où à chaque tournant, une nouvelle ombre apparaissait, tandis que, parallèlement, le ciel persistait à laisser apparaître des lueurs de lumière. Les nuits étaient les pires. Un silence pesant s'abattait sur moi, et je me retrouvais à fixer l'obscurité comme un miroir. Là, seul, tous mes souvenirs me revenaient avec intensité. L'enfant qui, un jour, s'était jeté dans mes bras pour implorer ma protection. Et la femme qui, maintenant, d'un regard glacial, voulait me précipiter dans l'oubli. Ce contraste me déchirait, mais me rappelait aussi qu'il y avait quelque chose en moi qui ne pouvait s'effacer si facilement. J'ai commencé à comprendre que la tension n'était pas seulement intérieure. Elle se lisait aussi sur leur visage. Il y avait de la nervosité dans leurs gestes, une précipitation dans leurs paroles, une anxiété à peine dissimulée qui trahissait plus que les mots ne pouvaient l'expliquer. Ce malaise m'a fait réaliser qu'il n'était peut-être pas aussi fort qu'il le semblait. Peut-être que la peur n'était pas seulement la mienne. Cette découverte silencieuse m'a apporté un étrange sentiment d'équilibre. Comme si, enfin, j'avais trouvé une position sur l'échiquier qui me permettait de respirer sans être écrasé. Mais en même temps, savoir que la partie était loin d'être terminée me maintenait en alerte. Car je savais que plus je m'approcherais de la vérité, plus les secrets qui seraient révélés seraient sombres. À chaque mouvement, je sentais le sol sous mes pieds devenir plus instable. C'était comme marcher sur un sol de verre, assez transparent pour révéler les gouffres, mais assez ferme pour me forcer à continuer. Leur jeu semblait calculé, mais il révélait des fissures, des regards inquiets, des mots coupés au milieu d'une phrase, des accès d'impatience qui révélaient plus qu'ils ne cherchaient à dissimuler. Et j'assemblais silencieusement chaque fragment, comme quelqu'un assemblant une mosaïque d'intentions cachées. Le plus troublant, c'était la façon dont la maison se transformait en scène. Parfois, en marchant dans le couloir, j'avais l'impression d'entrer dans une pièce où tout le monde avait répété son texte, sauf moi. Ils chuchotaient dans les coins, leur téléphone vibrait à des moments inattendus, et même les brèves visites étaient source d'une sensation désagréable. C'était comme si un rideau allait s'ouvrir, révélant quelque chose que je ne pouvais pas encore voir complètement. À ces moments-là, le contraste me transperçait comme une lame. D'un côté, l'ombre de la trahison, épaisse et suffocante, tel un lourd nuage annonçant une tempête. De l'autre, le souvenir de ma propre résistance, une flamme faible mais persistante qui refusait de s'éteindre. Cette oscillation me maintenait en alerte, comme si chaque instant était à la fois un risque et une possibilité. Parfois, je me voyais refléter dans les miroirs de la maison. Non pas la femme fragile qu'il voulait que je sois, mais un visage marqué par des histoires qui avaient survécu à tant d'autres tempêtes. Le miroir m'apportait une certitude silencieuse. Il y avait plus de force là-dedans qu'il ne l'avait imaginé. Mais cette image m'apportait un doute. Combien de temps pourrais-je maintenir ce silence sans me déchirer? C'était comme vivre entre deux réalités superposées, l'apparente normalité du quotidien, avec sa routine de café, de vaisselle et de pas mesurés, et la tension souterraine qui grandissait à chaque seconde, invisible mais impossible à ignorer. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que quelque chose se dirigeait déjà vers l'inévitable. L'air semblait plus dense, comme si la vérité approchait à pas lents mais assurés, prête à se révéler au moment le plus inattendu. C'est alors que j'ai compris. Toute cette obscurité qui m'entourait n'était pas seulement un piège, c'était aussi une révélation.
car, en me forçant à affronter le silence, elle m'a révélé la force que j'avais oubliée. Chaque mot cruel, chaque geste méprisant, chaque tentative de me réduire à néant, tout cela est devenu un tremplin, une impulsion pour voir au-delà de la douleur. C'était comme traverser un étroit couloir et atteindre soudain un espace vaste et lumineux, où l'air était enfin respirable. L'image de ma fille, déchirée entre l'innocence de l'enfance et la froideur de l'âge adulte, me blessait encore. Mais cette blessure n'était plus seulement douloureuse. Elle me rappelait aussi combien j'avais survécu, combien j'avais résisté, même lorsque le monde entier semblait déterminé à me réduire au silence. Il y avait une étrange beauté dans ce contraste. Alors qu'il croyait gagner, c'était moi qui, en silence, rassemblais les preuves, la force et le courage. Et c'est peut-être pour cela que partager ce parcours est si précieux. Car je sais que beaucoup de ceux qui me suivent ont, à un moment ou un autre, ressenti la même solitude, le même doute, le même sentiment d'être traité comme un fardeau. Aimer, commenter ou s'abonner ne se résume pas à cette histoire. C'est comme dire « Je reconnais cette douleur. Moi aussi, j'ai trouvé ma force. » C'est un petit geste, mais il porte la grandeur d'un lien invisible, reliant différentes histoires par le fil de la résistance. Aujourd'hui, avec le recul, je constate que la plus grande transformation ne résidait pas seulement dans le résultat à venir, mais dans le chemin qui m'y avait conduit. Car c'est dans ce processus d'observation, d'attente et de persévérance que j'ai découvert une vérité puissante. La gentillesse n'est pas une faiblesse, la patience n'est pas une soumission, le silence n'est pas un abandon. Et c'est avec cette certitude que je conclus cette section, laissant planer non pas une réponse définitive, mais le sentiment que chacun de nous, à un moment donné, peut transformer la douleur en force, l'ombre en lumière, la perte en accomplissement. Et, en réalisant cela, il devient impossible de ne pas ressentir qu'être ici, maintenant, témoin de chaque détail, est un privilège qui nous rapproche et nous rend plus forts.